la distribution internationale de la puissance, elle s'organise désormais entre les pays qui se sont engagés dans la course à l'IA et ceux qui ont pris du retard. L'armée israélienne utilise l'IA majoritairement, j'ai envie de dire, pour faire du ciblage, ce qui se traduit sous la forme de décisions de tir et de bombardement avec des dégâts matériels et humains très importants à Gaza. Les adversaires d'Israël, comme le Hamas et le Hezbollah, ont remarquablement développé les capacités de guerre cognitive en utilisant donc de la production de vidéos à très haut débit. Ces vidéos sont balancées par les algorithmes de façon très intensive, ce qui a permis d'ailleurs des mobilisations importantes en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et c'est tous ces basculements qui ont lieu en même temps qui font que la militarisation de l'intelligence artificielle fait émerger ce que j'appelle l'hyperguerre. Ce n'est plus de la science-fiction, l'intelligence artificielle est désormais une réalité sur les champs de bataille. Qu'il s'agisse de drones, de missiles hypersoniques ou encore de vidéos virales diffusées sur les réseaux sociaux, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient voient l'émergence de nouvelles armes qui transforment la manière de faire la guerre. Dans le même temps, la Chine et les États-Unis s'affrontent pour l'accès aux ressources essentielles à l'IA militaire. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Valentin, chercheur en géopolitique et auteur de l'ouvrage Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre. Bonjour Jean-Michel Valentin. Bonjour Florian. Quand je vous ai appelé pour préparer cette interview, vous m'avez tout de suite dit il faut qu'on parle de l'actualité, il faut qu'on parle de l'élection de Trump. Alors allons-y. Pourquoi cette élection de Trump va avoir une importance dans la militarisation de l'IA? Alors, la réélection, plus que l'élection de Donald Trump, a une importance tout à fait majeure dans le champ de l'intelligence artificielle et de la militarisation de l'intelligence artificielle, pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, Donald Trump, déjà, c'est lui qui, en 2018, a lancé la stratégie nationale d'intelligence artificielle des États-Unis, et ce, après avoir été sollicité par les grands patrons de la Silicon Valley. Donc en fait, c'est un président et une équipe présidentielle qui connaissent l'IA, qui en connaissent les enjeux. Par ailleurs, évidemment, tout le monde a vu monter en puissance le duo, voire le binôme Donald Trump-Elon Musk, ce qui est extrêmement significatif parce que Elon Musk, lui, il est à la croisée des différents enjeux liés à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les réseaux sociaux avec Twitter, les smart véhicules électriques avec Tesla, mais aussi avec tout ce qui est communication spatiale, observation, tracking, avec la constellation satellitaire Starlink. Et enfin, évidemment, c'est le fondateur de SpaceX qui renouvelle les capacités spatiales américaines, les capacités de lancement américaines, avec notamment la mise au point des lanceurs récupérables, ce qui change considérablement la rentabilité de l'espace. Par ailleurs, Elon Musk, il n'est pas tout seul, hein. C'est la tête de réseau de la Silicon Valley. Derrière lui, il y a de nombreux grands entrepreneurs de la tech. Et en fait, l'arrivée de ce binôme Trump-Musk à la Maison-Blanche avec un système politique qui est acquis aux républicains, puisqu'il faut se rappeler que Donald Trump a remporté la présidence, ainsi que la majorité au Sénat et la majorité à la Chambre des représentants, tandis que la majorité des juges de la Cour suprême sont républicains. Donc, il a une capacité politique tout à fait inédite, et cette capacité politique, elle est en train littéralement d'être arrimée à l'industrie de l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce contexte, à mon sens, qu'il faut saisir ces déclarations qui semblent, vues d'Europe, un peu intempestives, sur le Canada qui doit devenir 51e État des États-Unis, sur le fait qu'il veut racheter le Groenland, sur le fait de reprendre le contrôle militaire du Panama. Canal du Panama. Du canal de Panama, absolument. Mais du point de vue de l'industrie de l'intelligence artificielle, il y a une grande cohérence dans ces déclarations.
parce que le Canada, c'est, d'un point de vue énergétique, c'est l'hydroélectricité, c'est l'uranium, c'est le pétrole et le gaz de schiste en Alberta. Or, il faut se rappeler que l'intelligence artificielle consomme énormément d'électricité. C'en est au point que, à présent, chacun des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, enfin Meta, Microsoft et quelques autres, veulent chacun leur propre centrale nucléaire. Pour ça, il faut de l'uranium. Il faut de l'uranium, de toute façon, il faut de l'électricité. Derrière, comme l'écrit très bien Hélène Lavoie, il y a une relance du nucléaire américain. Et cette relance du nucléaire américain, elle est littéralement induite par l'évolution du marché de l'électricité, qui est sous très haute tension du fait du développement extrêmement rapide de l'IA. Mmh. Donc, la dimension géostratégique de l'IA, dans ses composants les plus matériels, parce que tout ça, on a l'impression que c'est dans l'éther. C'est pas du tout dans l'éther, hein, c'est très matériel, l'IA. Il faut des minéraux, il faut de l'électricité, il faut plein de choses, il faut des cerveaux. Eh bien, donc la présidence qui s'ouvre de Donald Trump, eh bien, c'est une présidence qui est marquée par la réponse aux besoins matériels et énergétiques de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, un des axes majeurs de la politique étrangère de Donald Trump dès son investiture, le 20 janvier, ça va être la question de l'Ukraine. Ça va être la question de la guerre en Ukraine. Or, la guerre en Ukraine, eh bien, c'est un gigantesque laboratoire de la militarisation de l'intelligence artificielle. Donc, à nouveau, on voit bien que la présidence de Donald Trump et d'Elon Musk et de tous les réseaux de la Silicon Valley qui vont avec, eh bien, elle est marquée d'emblée par cette question de la compétition géostratégique pour les ressources et de la militarisation de l'intelligence artificielle. Sur l'Ukraine, vous parlez d'une hybridation État-IA. Oui. En Ukraine, avec l'intervention de tout un tas d'entreprises américaines comme Starlink, Palantir et Amazon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez que l'Ukraine est devenue ou est en train de devenir un État hybride? Alors, c'est en fait ce qui se passe en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022 est vraiment une fenêtre ouverte sur l'avenir à court terme. En fait, dans les 48 heures qui ont suivi l'offensive, eh bien, Elon Musk a positionné une constellation de Starlink au-dessus de l'Ukraine et a fait distribuer des milliers d'antennes relais portatives, ce qui a permis de garantir l'accès Internet de l'Ukraine, qui, si par ailleurs, donc, sachant que l'État ukrainien subissait déjà de nombreux bombardements, des cyberattaques, de la guerre électronique russe, etc. Donc, grâce à Starlink, la connexion Internet a été maintenue. Le maintien de cette connexion Internet a permis, quelques semaines plus tard, à Amazon de proposer à l'État ukrainien d'héberger toutes ces données administratives et financières dans son cloud, de façon à éviter les pertes de données qui pourraient être induites par des bombardements ou des offensives terrestres. Enfin, la société Palantir, qui est connue sous le pseudonyme de Google des espions, et qui a été fondée en 2002 par Peter Thiel, qui est aussi le cofondateur de PayPal avec Elon Musk, eh bien, Palantir a proposé ses services en complément des autres alliés de l'Ukraine pour analyser les flux de données générés par les drones utilisés par l'armée ukrainienne, de façon à les traiter pour proposer des solutions de tir de plus en plus précises. Ce qui fait que, d'une part, la guerre en Ukraine accélère la militarisation opérationnelle de l'IA,
mais en plus permet à une société comme Palantir, à une société privée comme Palantir, de développer un savoir-faire et une expérience qu'elle n'aurait pas pu développer autrement. Donc, ce que l'on voit, c'est aussi donc, la façon dont les GAFAM ont pu soutenir l'Ukraine tout en développant leurs capacités, mais en même temps, eh bien, de fait, des sociétés comme Starlink ou comme Amazon ou comme Palantir sont venus assurer des services propres à la continuité de l'État ukrainien. Donc, en fait, à un moment donné, il devient très difficile de pouvoir dire où commence l'État ukrainien et où s'arrêtent les services de Palantir, d'Amazon, de Starlink et d'autres. Ce qui fait qu'il y a une hybridation de fait entre le fonctionnement de l'État ukrainien et le soutien apporté par les GAFAM. Et là où les choses deviennent assez étranges, assez étranges d'un point de vue institutionnel et politique classique, c'est de voir que Elon Musk va être nommé, on va dire, l'équivalent de ministre de la réforme de l'État fédéral américain. Alors, il y a eu tout un buzz sur le fait que Musk avait l'ambition de réduire le nombre de fonctionnaires de l'État fédéral, de montrer qu'il est possible de faire des économies d'échelle. Tout ça est certainement très important. Mais mon analyse, c'est que ces gens qui ne seront pas remplacés ou qui vont perdre leur contrat au sein de l'État fédéral, eh bien, ces places vacantes vont permettre d'utiliser des solutions IA dans le fonctionnement de l'État fédéral américain. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien entre le développement de l'expérience acquise en termes de continuité de service de l'État par les GAFAM en Ukraine et les projets, justement, d'hybridation de l'État fédéral américain avec les technologies d'intelligence artificielle. Donc cette militarisation de la guerre en Ukraine, cette guerre à moitié conventionnelle, à moitié l'IA, vous avez dit qu'il y avait les drones. Et d'ailleurs, ces drones, je crois, changent aussi la manière de faire de la guerre, puisque les tranchées qui étaient très adaptées avant ne le sont plus. Il y a ces missiles hypersoniques aussi. Là, j'ai peur de dire des bêtises. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce que l'IA apporte à la manière de faire la guerre? Est-ce que ça cause plus de dégâts mortels ou est-ce que c'est des robots qui se tuent entre eux? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que les militaires américains qualifient désormais l'IA de multiplicateur de force. Alors, les drones, ils permettent de faire de la reconnaissance, de l'observation, de l'écoute, de la guerre électronique, mais aussi permettent de faire de la guerre cinétique, c'est-à-dire de se lancer des projectiles, des missiles essentiellement. Mais les drones, ils sont utilisés des deux côtés. Ils sont utilisés par les Ukrainiens, ils sont utilisés par les Russes. Les Russes se sont adaptés à l'usage ukrainien des drones en utilisant leurs propres drones, en utilisant aussi notamment beaucoup de drones iraniens, tandis que les Ukrainiens, d'ailleurs, se sont mis à utiliser beaucoup de drones turcs. Il y a toute une géopolitique du drone qui émerge de ce conflit. Les drones, c'est de toute taille et de tout volume. Vous pouvez avoir des drones qui vont aller transporter des grenades pour les jeter dans les tranchées, donc qui deviennent littéralement des supports des combats terrestres. Alors, les drones n'annulent pas les tranchées. En revanche, ils revendent et ils aggravent la dangerosité du combat. Mais là où il y a un vrai basculement en termes vraiment militaires et opérationnels, c'est de voir qu'on peut utiliser des essaims de drones contre des grandes plateformes extrêmement efficaces jusqu'à présent, comme l'était
les navires de la marine russe de la mer Noire, sachant que les Ukrainiens ont réussi à couler, je n'ai plus les chiffres en tête, mais au moins 4 ou 5 de destroyers russes, alors que c'était des outils de combat extrêmement puissants, en utilisant soit des essaims de drones contre lesquels les navires russes n'avaient pas de capacité de défense, puisque les capacités de défense, elles sont élaborées en fonction de l'état de la technologie à un moment donné. Et personne n'avait envisagé qu'il allait falloir faire en sorte que les navires de guerre puissent se protéger des essaims de drones. Donc, grosse efficacité des essaims de drones, puis arrivée des smart missiles et des missiles hypersoniques, mais là, dans le cas qu'on évoque, c'est plutôt les smart missiles qui sont capables de faire évoluer leur trajectoire rapidement, sans atteindre néanmoins des vitesses hypersoniques, qui ont aussi permis de faire très mal à la flotte russe. Mais ça a des conséquences gigantesques en termes militaires et ensuite en termes d'opérationnalité militaire, hein, puisque tous les ministères de la Défense sont en train de se demander, dans le monde, hein, sont en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire de nos flottes. Si les drones et les smart missiles permettent de faire des dégâts pareils, comment on s'adapte? Donc, les effets de la robotique, de l'IA, etc., ont des effets directs sur la guerre en Ukraine. Ils ont des effets en termes de retour d'expérience pour les différents protagonistes, mais ça a aussi des effets actuellement extrêmement importants sur la préparation militaire pour les différents ministères de la Défense un peu partout dans le monde. Hein. C'est gigantesque ce qui est en train de se passer. Et enfin, il y a toute la dimension, j'ai envie de dire, immatérielle, qui est absolument majeure. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui permet de faire ce qu'on appelle de la guerre cognitive, de la guerre performative, c'est-à-dire qui permet de produire des images, de produire des montages vidéo et qui permet de les injecter dans les réseaux sociaux à très haut débit, de façon répétée, extrêmement rapide. Les Ukrainiens sont devenus extrêmement forts, les Russes aussi. Et en fait, la guerre des images, qui est un élément majeur hein, dans la vie des terriens du XXIe siècle, eh bien, la guerre des images, c'est une guerre de l'IA. Et pourquoi est-ce que c'est aussi puissant? Parce que, comme ces images sont transportées par les réseaux sociaux, eh bien, elles sont projetées dans les psychismes et les cerveaux des utilisateurs de smartphones, d'iPhone, etc. Donc, de milliards de gens potentiellement. Et c'est tous ces basculements qui ont lieu en même temps, en particulier depuis la guerre en Ukraine, qui font que eh bien, la militarisation de l'intelligence artificielle fait émerger ce que j'appelle l'hyperguerre. Donc, en lisant votre livre et puis en vous écoutant, j'ai l'impression que cette militarisation de l'IA, elle a permis aussi de réduire le fossé qu'il y avait entre les armées plus conventionnelles dans le passé. Par exemple, donc vous avez mentionné que des pays comme l'Iran, la Turquie produisaient des drones de combat qui étaient hyper technologiques, hyper avancés. Dans votre livre, on apprend aussi que c'est le cas pour les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, des nations dont l'armée n'était pas la première chose dont on pensait quand on entendait leur nom avant. Pareil pour l'Ukraine, qui fait une guerre de l'image sur Internet, une guerre de l'opinion qui est essentielle pour eux, parce que c'est l'opinion finalement des puissances occidentales qui va aussi décider de combien les puissances occidentales vont leur envoyer d'argent. En retour, la Russie aussi fait une guerre cognitive phénoménale. C'est le cas aussi dans le conflit Tsahal-Hamas, Israël-Hamas. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi, que ça permet... vous parlez, il y a un terme que j'aime bien, vous dites c'est un égalisateur de puissance. Oui,
En fait, l'IA se répand sous la forme de ce que certains chercheurs appellent une onde technologique. Ça se répand partout. Ça se répand partout et en fait, comme Clausewitz l'écrivait merveilleusement bien il y a déjà 2 siècles, la politique, c'est la continuation de la guerre avec d'autres moyens. Est-ce que ce ne serait pas la guerre, c'est la continuation de la politique? Par d'autres moyens. Oui. D'accord. Donc, ces moyens, ils sont militaires, mais pas que militaires. Et en fait, on pourrait dire que si l'IA, en termes strictement militaires, est un multiplicateur de force, eh bien, l'IA, c'est aussi un multiplicateur de force politique. Je m'explique. Vous prenez le conflit, le vaste conflit qui a commencé avec la guerre de Gaza et qui aujourd'hui s'est étendu au Moyen-Orient. Eh bien, d'un point de vue militaire, l'armée israélienne utilise l'IA notamment majoritairement, j'ai envie de dire, pour faire du ciblage. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de travaux sur la façon dont, à Gaza et puis au Liban, des intelligences artificielles font des probabilités. Ça fait ça, hein, une IA, ça fait de la proba. Ces IA, donc, proposent des solutions de tir en disant, voilà, tel responsable du Hamas a de très fortes probabilités d'être à tel endroit, à telle heure, ce qui ensuite se traduit sous la forme de décisions de tir et de bombardement, avec des dégâts matériels et humains très importants à Gaza. Mais ça, c'est la dimension, j'ai envie de dire, militaro-militaire, qu'on voit aussi en action au Liban. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser que, notamment dans le bombardement qui a tué Nasrallah, le leader du Hezbollah, il y avait quand même des traces importantes des capacités qui sont aujourd'hui fournies par l'IA aux armées contemporaines. Je peux pas l'affirmer, mais il y avait quand même beaucoup de signaux, surtout en plus avec toute la flotte de drones qui tournait autour de Beyrouth à ce moment-là. Ceci étant, les adversaires d'Israël, comme le Hamas et le Hezbollah, eux, ont remarquablement, si je peux ainsi m'exprimer, développé les capacités de guerre cognitive en utilisant les réseaux sociaux à très haut débit pour mobiliser les opinions publiques en utilisant donc de la production de vidéos à très haut débit. Et ces vidéos qui peuvent être mélangées d'ailleurs à des deepfakes ou non, sont balancées par les intelligences artificielles génératives sur les réseaux sociaux. Par les algorithmes? Par les algorithmes, de façon très intensive. Ce qui a permis d'ailleurs des mobilisations importantes en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Ce n'étaient pas les seuls facteurs de mobilisation, mais ça a joué un rôle très important en activant des réactions politiques et émotionnelles qui deviennent indiscernables les unes des autres. Sur quels réseaux sociaux, par exemple? En particulier TikTok. En particulier TikTok. TikTok, qui est un outil produit par une société chinoise et qui promeut littéralement les vidéos, les micro-vidéos qui permettent de polariser les opinions publiques dans les pays occidentaux. Quel genre de vidéos? Qu'est-ce qu'on y voit? Bien, par exemple, tout type de vidéo qui va déclencher de la polémique. TikTok, c'est tout à fait étonnant. TikTok va fort bien indexer aussi bien des vidéos produites dans le cadre des différents théâtres d'opération au Moyen-Orient que, par exemple, les vidéos
des pros et anti Johnny Depp et Amber Heard pendant leur procès et leur divorce. En fait, tout ce qui permet de polariser, de déclencher de la polémique et donc de corroder la cohésion sociale des pays européens et des États-Unis est très actif sur TikTok. Et sachant que les flux de vidéos sur TikTok sont surveillés et modérés à la minute près par le service de modération de TikTok, et que la société ByteDance, qui donc produit TikTok, a signé une charte d'engagement pour se conformer à la politique éditoriale édictée par le Parti communiste chinois et donc par la Commission centrale de l'administration du cyberespace. Sachant que la Commission centrale de l'administration du cyberespace peut donner jusqu'à une centaine d'instructions éditoriales au service de modération de TikTok par jour. D'accord ? Donc en fait, on voit bien les emboîtements des différents usages militaro-politiques de l'intelligence artificielle, en particulier dans le cadre de la guerre cognitive. Et la guerre cognitive, eh bien, elle permet de faire de la politique, c'est-à-dire d'influer sur les opinions publiques ou d'entraîner, au contraire, des conflits politiques au sein des opinions publiques. Et dans votre livre, vous disiez, par exemple, il y a des vidéos où les gens lisent des lettres de Ben Laden. Oui, alors ça, c'est tout à fait étonnant. Donc des Américains. Des Américains, absolument. Ça, c'est une anecdote parmi une foule d'autres, mais enfin, c'est un peu plus qu'une anecdote. C'est-à-dire que en novembre 2023, qui est un moment politique tout à fait particulier, puisque après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, où des horreurs absolument sans nom ont été commises, ce qui a déclenché ensuite l'attaque de l'armée israélienne contre le Hamas, eh bien, en novembre 2023, il y a eu énormément de mobilisation dans le cyberespace autour de ces questions, pour, contre, dans tous les sens, énormément de polarisation. Et là, on a vu des jeunes influenceurs américains, notamment un jeune New-Yorkais, enregistrer une vidéo expliquant qu'il était tombé sur une lettre de quelqu'un qui expliquait tout de la politique américaine au Moyen-Orient, pourquoi ça créait tant de problèmes, et que l'auteur de cette lettre, c'est un certain Oussama Ben Laden, et visiblement, cet influenceur n'avait aucune idée de qui était Oussama Ben Laden, alors que, on le sait tous, hein, c'était le fondateur d'Al-Qaïda, le responsable des attentats du 11 septembre et de la guerre asymétrique qui s'en est suivie. Alors, fin novembre 2023, cette vidéo, donc complètement surréaliste, avait quand même été vue 14 millions de fois. On voit bien comment la militarisation des réseaux sociaux a des effets puissants sur les opinions publiques et sur leur polarisation. Et derrière, bien sûr, les enjeux de cohésion sociale sont extrêmement importants. Et donc, à première vue, on voit pas trop le rapport entre Oussama Ben Laden et le Parti communiste chinois. Oui. Le lien, c'est l'anti-occidentalisme. Je propose un regard peut-être moins directif. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas tellement d'avantager ou de désavantager. Ce qui est très clair avec TikTok, c'est que tout ce qui va permettre de déstabiliser les opinions publiques sera surindexé. D'accord ? Partout, n'importe lesquels. N'importe lesquels. C'est pour ça que ça peut aussi bien être... En Inde, par exemple. En Inde ou ailleurs, absolument. Et vous évoquiez les outils.
les Houthis, il se passe des choses tout à fait stupéfiantes avec les Houthis. Les Houthis, donc, c'est cette milice et cette ethnie yéménite qui a pris le pouvoir au Yémen après une guerre civile terrible qui a duré une vingtaine d'années et qui, depuis octobre 2023, lance des frappes contre Israël en soutien au Hamas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette offensive Houthi, bon, elle se traduit par des tirs de missiles et de drones qui traversent la mer Rouge. Les missiles et les drones sont tous interceptés par les navires des marines nationales américaines, britanniques, françaises, israéliennes qui sont présents en mer Rouge. Mais, en fait, ces frappes, donc elles sont arrêtées par des missiles dirigés par des radars augmentés par l'IA, donc c'est hyper efficace. Ils sont tous arrêtés, très bien, mais les drones à $2 500 ou les missiles do-it-yourself à $100 000 sont interceptés par des missiles à 2 à 4 millions de dollars pièce. Donc, en fait, ce que l'on voit là, c'est que les Houthis ont très bien intégré ce que c'était que la guerre asymétrique. Et là, ils se livrent à j'ai envie de dire, à une fausse guerre cinétique, à une vraie guerre financière contre leurs différents adversaires. Mais, par ailleurs, c'était en novembre 2023, je crois aussi, les Houthis ont intercepté un cargo, le Galaxy Leader, et en équipant un commando Houthi de caméra GoPro, l'assaut par hélicoptère a été filmé. Tout a été remonté, ce qui fait un montage extrêmement efficace. Et depuis, le Galaxy Leader est devenu the place to be pour le tourisme Houthi, où on vient donc se faire prendre en photo sur le navire, on organise des fêtes, etc. Et il y a des guerriers Houthis qui font des danses de la victoire. Ils sont filmés par des influenceurs Houthis et les vidéos sont projetées sur TikTok. Et en fait, c'est une anecdote. Ça n'a pas... Vous voyez, cette prise du Galaxy Leader, c'est dur pour l'équipage. Mais d'un point de vue militaire, opérationnel, stratégique, ça n'a pas d'effet. Sinon que, une fois que c'est transformé en plateforme et en support de guerre informationnelle et cognitive, ça a un effet gigantesque parce que ça permet à des opinions publiques asiatiques, arabes, africaines, latino-américaines de voir les plus grandes puissances militaires occidentales être tournées en ridicule. Donc l'asymétrie, elle passe du militaire au politique à des échelles qui sont gigantesques. Donc c'est un formidable exemple d'égalisateur de puissance, en l'occurrence, même si c'est difficile de comparer un peu des choux et des carottes, hein, des navires avec des vues sur TikTok. Absolument. Et c'est pour ça aussi que il y a la militarisation de l'IA est en train de complètement transformer la notion même de guerre asymétrique. Où est l'asymétrie? Alors, l'asymétrie militaire entre les Houthis et l'US Navy, elle est évidente. Mais l'asymétrie médiatico-politique des Houthis par rapport aux grandes puissances militaires occidentales, elle est tout aussi évidente. C'est incroyable parce que l'armée américaine, c'est 800 milliards de budget, je ne sais pas combien, et le budget de l'armée des Houthis, sûrement une fraction de tout ça. Et pourtant, grâce à ces outils comme TikTok, il y a une certaine rivalité. J'ai envie de dire, si on peut avoir toutes les armes qu'on veut, tous les bateaux qu'on veut, tous les hélicoptères qu'on veut, s'il n'y a personne pour les conduire derrière,
ça servira à rien. Et si je dis ça, c'est parce que vous avez aussi parlé dans votre livre de vidéos d'Américains de l'armée, donc des soldats qui se filment en train de décrire leurs conditions de travail qui sont visiblement mauvaises. Et tout ça, ça n'engage pas le civil américain à s'engager dans la guerre. Et donc, en retour, qu'ils ont un problème de recrutement. Ça, plus les opinions publiques, qui fait que les Américains ont plus tellement envie que leur armée s'engage sur tous les théâtres du monde. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et en fait, ce que vous rappelez là, c'est que la finalité de la finalité de la guerre, c'est la politique. On fait la guerre pour obtenir un résultat politique. Ouais. Et c'est aussi vrai de la guerre sur les champs de bataille conventionnels que de la guerre cognitive. Ce que vous évoquiez à l'instant, par exemple, ce sont effectivement des vidéos de jeunes Américains qui se sont engagés dans l'armée américaine à l'été 2023 et qui ont commencé à faire des vidéos en disant « Oh là là, quand même, ici, c'est pas terrible, on mange mal, faut faire beaucoup d'exercices, c'est pas sympa. En plus, j'ai dû me faire couper les cheveux, j'étais pas d'accord. La paye est vraiment pas terrible. » Et bien, à nouveau, ces vidéos se retrouvant sur TikTok, elles ont eu beaucoup de spectateurs. Mais le problème que ça pose à l'US Army, il est double. D'une part, c'est un problème d'image et réputationnel qui est toujours compliqué à gérer. Mais d'autre part, l'armée américaine a un problème structurel de recrutement. Et si on a des jeunes recrues qui se mettent à faire des vidéos qui sont potentiellement regardables par des centaines de millions de gens qui disent « Ah non, mais ne vous engagez pas dans l'armée américaine, c'est trop nul », c'est évidemment un coup dur pour la structure même, pour la structure démographique de l'armée américaine. Ce n'est pas du tout anodin. Et il faut d'ailleurs noter que c'est à partir de cet épisode, qui n'est pas une anecdote, que les autorités politiques américaines ont commencé à débattre de l'idée de bannir TikTok du territoire américain. C'est très, très, très sérieux. On parle beaucoup de TikTok, mais les États-Unis, c'est aussi Facebook, Instagram, Twitter. On imagine que eux sont pas en reste non plus. Est-ce qu'ils ont le même genre d'approche des réseaux sociaux et de guerre cognitive que la Chine? Alors, là, en fait, il faut bien voir qu'on a deux modèles extrêmement différents l'un de l'autre. Les grandes entreprises américaines que vous venez de citer, eh bien, ce sont des entreprises privées dans un pays où il y a vraiment une promotion de l'entreprise privée et où l'État est prié de réguler aussi peu que possible les activités économiques privées. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une tension permanente entre les agences publiques spécialisées dans la sécurité numérique, notamment donc les grandes agences de renseignement, NSA, CIA, mais aussi le US Cyber Command et un certain nombre d'autres organisations publiques, étatiques, qui tentent de promouvoir une approche beaucoup plus sécurisée de l'activité des GAFAM, et les entreprises comme Google, Amazon, etc., qui ne voulaient pas entendre parler de régulation et de sécurisation des usages de leurs produits comme les réseaux sociaux, parce que ça allait réduire leurs revenus. Et il y a vraiment eu, pendant des années, une confrontation entre ce monde de l'entreprise privée et ce monde de la sécurité digitale. Et durant cette vingtaine d'années, eh bien,
justement, Google, Facebook, Amazon, Microsoft ont aussi voulu s'étendre au marché asiatique, qui est gigantesque, et notamment au marché chinois. Or, l'État chinois est un État centralisateur, autoritaire, et qui impose sa souveraineté nationale aux entreprises qui travaillent sur son territoire. Et qui a donc obtenu des grandes entreprises américaines de l'intelligence artificielle d'installer leurs serveurs en Chine, parce qu'en Chine, la loi fait que les données qui passent par la Chine doivent passer par des serveurs qui sont installés en Chine. Et une chercheuse américaine brillantissime qui s'appelle Heine Kokas a mis en évidence que du fait de cette installation de serveurs américains en Chine, eh bien, ça permettait évidemment aux autorités chinoises d'avoir accès aux données produites par les entreprises américaines. Tout ça ne posait pas de problème, ou tout ça ne semblait pas poser de problème, jusqu'au moment où, effectivement, la question du piratage informatique entre les deux pays est devenue absolument majeure, et où les tensions stratégiques et géopolitiques entre les États-Unis et la Chine ont monté de plus en plus, en particulier depuis 2018, et le lancement par la première administration Trump de la guerre des tarifs douaniers, de la guerre des transferts de technologie à la Chine. Et là, tout ce système est en train de se défaire, et un certain nombre de très grandes attaques informatiques lancées par la Chine sur le territoire américain ces dernières années sont en train de faire complètement changer le paradigme, avec notamment les grandes entreprises privées de la Silicon Valley qui ont plus que réalisé les enjeux liés à la cybersécurité. Et il y a des partenariats de plus en plus forts qui se sont constitués entre les entreprises de les Silicon Valley et la communauté américaine de la sécurité nationale. Cette compétition à l'IA entre la Chine et les États-Unis, vous dites dans le livre qu'elle est carrément existentielle. Ça veut dire que si un pays rate le tournant IA, existentiel, ça voudrait dire qu'il pourrait disparaître. C'est comme ça que vous voyez la guerre l'hypothétique guerre entre la Chine et les États-Unis? Effectivement, c'est un affrontement existentiel dans la mesure où aujourd'hui, l'IA est un des moteurs de la puissance. C'est pas le seul, mais c'est devenu un moteur majeur de la puissance. Donc, la distribution internationale de la puissance, elle s'organise désormais entre les pays qui se sont engagés dans la course à l'IA et ceux qui ont pris du retard. Les États-Unis et la Chine se sont profondément investis dans la course à l'intelligence artificielle. Il faut se rappeler que, par exemple, en 2017, lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine se mobilisait pour devenir le leader mondial en intelligence artificielle d'ici à 2030. Pas en 2030, d'ici à 2030, et investissait des centaines de milliards de dollars dans cette grande stratégie. Or, les autorités chinoises ont mis en place une politique dite de boucle civilo-militaire. C'est dit comme ça. Et donc, le développement technologique de l'IA par les grandes entreprises publiques et civiles chinoises est intégré par l'armée populaire de libération chinoise de façon à faire sa modernisation. Or, l'armée populaire de libération chinoise,
elle doit se livrer à une triple modernisation en même temps, puisqu'elle doit développer sa mécanisation, son informatisation et donc son intelligentisation, qui est l'horrible néologisme pour parler de l'intégration de l'IA. Or, il faut garder à l'esprit que tout ça se fait sous l'égide de la présidence de Xi Jinping qui connaît très bien ses affaires, d'autant qu'il a été pendant plusieurs années à la tête de la commission centrale des affaires militaires du Parti communiste. On parle de gens qui connaissent très très bien toutes ces affaires. En face, les États-Unis ont une approche plus décentralisée. Mais cette décentralisation, elle a aussi permis donc le développement de pôles de compétences ultra puissants, notamment au niveau de la Silicon Valley, et l'intégration de l'IA par l'armée américaine se fait d'une façon extrêmement classique, c'est-à-dire par le biais d'appels d'offres du Pentagone en direction des grandes entreprises de la tech américaine. C'en est au point que, alors après un certain nombre d'aventures légalistes, un consortium de très très grosses boîtes comme Amazon, Microsoft et je n'ai plus le troisième en tête, mettent au point le cloud militaire pour le Pentagone, que le Pentagone a passé un partenariat avec OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT, de façon à avoir un GPT spécialisé pour l'exploitation du cloud militaire, dont la quantité de données ne cesse d'entrer en expansion parce que le Pentagone a des capteurs absolument partout dans le monde, ce qui permet d'alimenter sans arrêt le cloud. Et donc, en fait, la militarisation de l'intelligence artificielle et l'intégration de l'IA par l'armée américaine, elle se fait par le biais de la multiplication des partenariats publics-privés. Mais ça se fait rapidement. Ça, il faut vraiment insister sur cette dimension-là. Et elle a une dimension tout à fait opérationnelle. C'est-à-dire que, par exemple, l'US Army, c'est-à-dire l'armée de terre, celle qui va être chargée du combat terrestre, ne cesse de multiplier les entraînements à la prise de sites urbains en envoyant des escadrons de fantassins équipés de robots, de chiens robots, de robots humanoïdes, de drones, etc., pour apprendre à faire du combat urbain soutenu par des capacités robotiques pilotées par IA. L'US Air Force est en train de mettre au point les premiers avions de combat, les premiers chasseurs bombardiers F-16 pilotés par IA, dont les performances sont meilleures que celles des pilotes humains, ce qui va entraîner une révolution au sein de l'US Air Force, puisque l'US Air Force est totalement organisé autour du pilote. Et là, si c'est l'IA qui devient le pilote, on est dans une révolution extrêmement profonde. L'US Navy fait la même chose, l'US Space Force fait la même chose, et ces grands services armés américains sont en train eux-mêmes d'être intégrés à une immense infrastructure IA commune qui met en boucle le Pentagone, l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force, l'US Space Force, les Marines, les forces spéciales, etc. Ce qui, à terme, vise à transformer ce gigantesque appareil qu'est l'armée américaine en une espèce de tout modulaire qui pourra se livrer à des opérations aéroterrestres, spatialo-navales, mais très très rapidement avec une optimisation notamment des munitions. Face à cela, les Chinois font la même chose, sinon que leur architecture militaire commune
aux différents services armés, est aussi conçu et élaboré avec des capacités de cybercombat qui visent à pouvoir casser les liens cyber entre les unités de l'armée américaine et l'architecture IA commune. Donc on voit déjà, même dans cette nouvelle course aux armements, on voit comment les prochains affrontements sont déjà élaborés et conçus dans cet univers de l'hyperguerre qui est propre à la militarisation de l'IA. Mais est-ce qu'on peut imaginer une guerre entre ces deux pays quand on sait qu'ils sont tellement imbriqués? Il y a des échanges de technologies, il y a des dettes qui appartiennent, des dettes des pays qui appartiennent à l'autre, etc. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une guerre chaude entre les deux un jour? Je ne sais pas si on peut l'imaginer, mais en attendant, il y a au moins des batailles qui visiblement sont en train d'être préparées. Les Américains comme les Chinois sont en train de préparer la bataille de Taïwan. Alors, comment la préparent-ils? Les Américains la préparent en prépositionnant des matériels et des troupes à Taïwan, mais aussi aux Philippines, au Japon et ailleurs. Les Chinois la préparent en multipliant les manœuvres maritimes, mais aussi en ayant reconstitué certains secteurs de Taïwan dans le désert du Xinjiang et en multipliant les opérations pour voir comment réussir une espèce d'opération éclair sur Taïwan. Si je le sais, alors que je ne suis absolument pas habilité secret défense, et si j'étais habilité secret défense, je ne pourrais pas en parler. C'est tout simplement parce que les capacités d'observation satellitaire, de tracking sont devenues telles que eh bien, tout cela se retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce qui est une espèce d'ironie tout à fait particulière. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les Américains comme les Chinois se livrent aussi à beaucoup de wargames pour voir comment remporter la bataille de Taïwan. Et au moins ce que l'on sait du côté américain, c'est que les wargames mettent en évidence que si un affrontement chaud devait avoir lieu, il serait terriblement coûteux pour les deux parties. Maintenant, est-ce que la rationalité de ce genre de calcul peut dissuader ces deux puissances de s'affronter? C'est pas forcément certain. Hein. Et donc l'intérêt de Taïwan, pour rappeler peut-être, entre autres, déjà c'est un bastion occidental à côté de la Chine, mais c'est aussi un des pays qui produit le plus de microprocesseurs au monde, microprocesseurs qui servent derrière à l'IA. Oui, absolument. L'île de Taïwan s'est spécialisée dans l'industrie du semi-conducteur et notamment l'entreprise TSMC fabrique les nanopuces les plus efficientes énergétiquement et en termes de capacité de calcul qui sont utilisées pour la course à l'IA. Simplement, s'il y avait un affrontement vraiment brutal, il y a quand même des risques très importants que les usines de TSMC ne durent pas très longtemps, ce qui induirait une baisse de production dramatique pour tout le monde dans la course à l'IA. C'est pour cela que les Américains, ces 3 dernières années, ont fortement soutenu TSMC pour que l'entreprise ouvre une usine en Arizona. Donc, cette usine, je crois, est finalisée et a commencé à produire. Et en face, le gouvernement chinois n'est pas resté immobile et a investi plus de 70 milliards de dollars pour développer des capacités industrielles qui rattrapent leur retard dans la production de semi-conducteurs ultra performants. Donc la course entre les deux, elle est scientifique, elle est technologique, elle est industrielle, elle est politique, elle est militaire. Et l'Europe, dans tout ça, on n'en a presque pas parlé. Nous, on n'a pas de GAFAM, on n'a pas de TikTok, on n'a pas de drone à envoyer à l'Ukraine, on n'a pas d'usine de semi-conducteurs aussi performante que celle des autres. On a quoi au final ?
Eh bien, on a une urgence. On a une urgence. Alors, le problème, c'est qui est on puisque l'Europe, alors, les pays membres de l'Union européenne ont eu fortement tendance à se désindustrialiser. C'est le cas notamment de la France, qui s'est gravement désindustrialisée ces 40 dernières années. Par ailleurs, le manque de débouchés induit une fuite des cerveaux, une fuite des scientifiques, notamment vers les États-Unis. La guerre en Ukraine qui se traduit par l'effondrement des importations de gaz russe implique des achats de gaz américain qui sont plus chers et donc une inflation des prix énergétiques qui entraîne une accélération de la fuite des entreprises industrielles, notamment allemandes, vers les États-Unis. Donc là, il y a un moment stratégique qui est compliqué. Par ailleurs, l'Union européenne a beaucoup soutenu le développement d'une intelligence artificielle, de modèles d'intelligence artificielle qui soient éthiques, c'est-à-dire qui soient aussi en soutien au développement économique et au développement de la cohésion sociale, ce qu'on ne peut que saluer. Néanmoins, c'est de l'éthique de paix. Et nous ne sommes plus en paix. Nous ne sommes plus en paix, ce qui se traduit par des initiatives politiques tout à fait étonnantes, comme celle de Giorgia Meloni, donc la dirigeante italienne, qui, le 6 janvier 2025, s'est rendue en Floride chez Donald Trump pour y rencontrer Elon Musk. Et il semblerait que cette rencontre avait pour enjeu d'avancer sur un contrat entre l'État italien et Starlink, de façon à développer le secteur des communications militaires italiennes avec Starlink. Alors que on pourrait considérer les Américains comme des concurrents directs des Européens dans le domaine de l'IA et des télécommunications spatiales. Donc, en fait, ce dont les pays européens ont besoin, c'est de se remettre à développer des productions, des politiques industrielles, à faire des drones, à ne plus faire fuir leurs scientifiques, donc à les payer, et à prendre en compte un état du monde qui est de plus en plus dangereux, et il faut l'admettre. Qu'est-ce que vous recommanderiez dans cette course à la militarisation de l'IA à la France? Écoutez, moi, ce que je recommanderais dans ce cas, ce serait d'écouter l'excellent discours de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, qui, pour ses vœux aux armées, a bien rappelé que désormais, nous sommes dans un monde dangereux, qu'il faut reconstituer l'outil militaire, qu'il faut le moderniser, qu'il faut des drones, et qu'il y a un peu plus de 6 mois, a créé l'Agence pour l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle. Alors, bon, l'agence en question et le ministère de la Défense en général lèvent des centaines de millions d'euros pour la militarisation de l'IA. Alors, bon, j'entends des commentaires sur le fait que, oui, dans d'autres pays, c'est pas des centaines de millions d'euros, c'est des dizaines de milliards de dollars. Alors, effectivement, on peut, c'est facile de se moquer. Néanmoins, ça veut dire que la France est entrée dans la course. Et il vaut mieux entrer dans la course avec des centaines de millions d'euros que de ne pas y entrer. Oui. Donc, qui porte ce message politique en France ? Alors, ce message politique, comme je viens de l'évoquer, il est carrément porté par le ministre lui-même. Ouais. Mais
ça aussi... Mais on ne sait pas combien de temps il sera ministre. On ne sait pas combien de temps il sera ministre, mais ce qui compte aussi, c'est les dynamiques qui sont lancées. C'est toujours plus facile de déprécier l'action politique, et Dieu sait qu'elle l'est, et que beaucoup ont cherché à... il y a une vraie responsabilité de nombreux politiques dans l'état des opinions publiques actuelles à leur égard. Néanmoins, il faut quand même bien avoir à l'esprit que depuis une quarantaine d'années, l'armée française et le développement technologique de l'armée française a servi de variable d'ajustement budgétaire, mais il est indiscutable aussi que depuis 2 à 3 ans, eh bien, ce trend est renversé. Et ça aussi, il faut le saluer. Et il faut d'autant plus le saluer qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que les relations internationales sont de plus en plus chargées en conflictualité et que, en plus, cette conflictualité, elle est désormais arrimée à la capacité de multiplication de force qu'est l'intelligence artificielle. Donc, véritablement, on ne peut, me semble-t-il, que soutenir les initiatives qui sont prises, parce que, évidemment que tout ça pose de nombreuses questions, évidemment. Mais néanmoins, si on est attaqué, c'est mieux d'avoir les moyens de se défendre. C'est fondamental. Un pays qui ne parvient pas à se faire respecter est un pays qui n'est pas craint. Et un pays qui n'est pas craint n'est pas respecté. On peut vraiment le regretter. Hein. On peut se dire 5 millions d'années d'évolution pour en arriver là, c'est quand même pas terrible. Mais c'est un fait. D'accord ? Et se donner les moyens d'être craint, donc respecté à l'époque de l'intelligence artificielle, c'est une démarche stratégique qui est essentielle. Cette course à la militarisation, elle paraît être à ses débuts. Oui. Or, il y a besoin de beaucoup de matériaux, de minéraux pour construire ces nanotechnologies, ces drones et que sais-je encore. Est-ce que c'est possible que la réalité physique rattrape les puissances et que finalement il n'y ait pas assez de matériaux dans la couche terrestre pour pouvoir continuer ça bien longtemps? Alors ça, c'est une question qui est absolument fondamentale. Et en fait, ce que vous pointez, c'est que la course à l'IA, c'est aussi la compétition internationale pour les ressources. Alors, les ressources en termes strictement géologiques, il semblerait qu'elles existent, qu'elles soient parfaitement suffisantes, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est non seulement qui peut les extraire, comment, et qui a les capacités de raffinage, et qui peut acheter les produits raffinés. C'est comme ça que la question se pose. Et quand on voit, par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que eh bien, le développement de l'IA est en train de complètement déstabiliser les marchés de l'électricité, les marchés nationaux de l'électricité. Eh bien, pour produire de l'électricité, il faut de l'uranium, ou il faut du pétrole, ou il faut du charbon, ce qui a évidemment des impacts tout à fait majeurs sur les compagnies qui font de l'extraction, sur l'environnement, sur les prix des matières premières. Rien de tout ça n'est gratuit, hein, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et par ailleurs, cette matérialité de l'intelligence artificielle, eh bien, tout le monde l'a très bien comprise, les Chinois en tête. Pour fabriquer les ordinateurs qui font tourner les algorithmes d'IA, notamment les fameux réseaux neuronaux, eh bien, il faut beaucoup de ce qu'on appelle de terres rares, mais c'est la Chine qui a le plus développé les capacités de raffinage des terres rares. Donc, en fait, par exemple, les Américains, pour pouvoir construire leurs propres machines et leurs propres IA, ont besoin d'acheter des terres rares raffinées
à la Chine. Et la Chine commence à utiliser sa capacité d'exportation de minéraux raffinés comme un levier géopolitique. Et ce que l'on voit bien, c'est que l'IA, de la guerre cognitive jusqu'à l'exportation de produits raffinés, est devenu un champ de compétition qui va, comme vous le disiez très justement, de la croûte terrestre jusqu'au psychisme et au cerveau des individus. Pour conclure cette interview, vous développez un concept qui s'appelle le Novacène, donc j'imagine qu'il fait écho au concept plus connu d'Anthropocène ou de Capitalocène. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors malheureusement, ce n'est pas moi qui ai mis au point le concept de Novacène, j'aurais adoré, mais c'est James Lovelock, donc le physicien britannique qui, lui, était carrément à l'origine du concept de Gaïa, c'est-à-dire de la Terre comme écosystème physico-chimico-biologique autorégulateur, qui, il y a 5 à 6 ans de cela, dans son dernier ouvrage, a développé cette notion de Novacène. Le Novacène, pour lui, c'est l'Anthropocène, c'est-à-dire la période actuelle que certains géophysiciens, dont certains géophysiciens mettent en évidence que elle est dominée par les effets de l'activité humaine sur le climat, sur la biodiversité, sur les différents grands cycles écosystémiques planétaires. Donc, ça, c'est l'Anthropocène. Et cette singularité qu'est l'Anthropocène entrait en interaction avec une seconde singularité, celle du développement extrêmement rapide de l'intelligence artificielle. Et Lovelock donc, développe la notion de Novacène comme étant cette interaction entre l'Anthropocène et l'IA, en fait, entre l'âge du changement climatique et l'âge de l'intelligence artificielle. Or, ce concept tout à fait stupéfiant, il se matérialise notamment dans la militarisation de l'intelligence artificielle. Hein. On évoquait tout à l'heure l'affrontement entre les Houthis, l'US Navy, la Royal Navy, la Marine nationale française, la marine israélienne. Mais tout ça se passe en mer Rouge. Et la mer Rouge est remplie de capteurs améliorés par IA, capteurs qui ont été installés par l'US Navy pour pouvoir contrôler les courants, la température, hein, tout ce qui se passe en mer Rouge, plus l'écoute des navires, des sous-marins, etc. Et donc, en fait, la mer Rouge, c'est aussi un environnement marin naturel complètement bouleversé par le changement climatique, par la pollution, par la surpêche. Donc, la mer Rouge, c'est un concentré d'Anthropocène qui est traduit sous forme d'information par les IA maritimes américaines. On est dans le Novacène. Le Novacène, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et ça existe. On vient presque à espérer qu'il n'y ait pas assez de minerais dans la couche terrestre pour pas que ça se répande à l'échelle de la Terre complète. Merci beaucoup, Jean-Michel. Mais c'est moi, Florian.